Bonjour à tous. Oui, je m'appelle. Merci pour l'introduction. Je m'appelle Laïla Lavallée et je suis en thèse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, dans l'équipe PsyR2, qui est une équipe de recherche en neurosciences spécialisée dans les désordres psychiatriques. Et du coup, ma thèse, elle est encadrée par les docteurs Jérôme Brunelin et Marine Monzino. Et le titre de ma thèse, c'est Étude des corrélats neurobiologiques du déficit de reality monitoring dans la schizophrénie. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Du coup, la schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique chronique qui concerne 1% de la population française. C'est une maladie qui va se révéler entre 15 et 25 ans et elle va être associée à plusieurs symptômes variés. Alors les plus connus, ça va être les hallucinations et les délires. Et puis elle va être aussi associée à des symptômes comme le retrait social, l'isolement, l'apathie, la perte de la volonté et puis la perte de la cohérence. Mais moi, ma thèse, elle se concentre principalement sur les hallucinations. Et du coup, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors du coup, les hallucinations, ce sont des perceptions sans objet à percevoir. En fait, les hallucinations, elles peuvent toucher tous les sens, mais la plupart du temps, elles sont auditives. Et en général, ça va être des individus qui vont entendre des voix. Ces voix, elles vont être à caractère désagréable, critique, insultant, autoritaire, menaçant. Et pour vous donner un petit exemple de ce à quoi ça ressemble, imaginez cette patiente en psychiatrie qui est atteinte de schizophrénie. Alors imaginez-vous que plusieurs fois dans sa journée, elle va entendre une ou plusieurs voix qui vont lui dire bonne à rien, fais-le, on parle de toi au journal de 20h, idiote, raté, fais-le, obéis. Et du coup, le caractère très négatif de ces hallucinations, ça fait que leur présence elle est associée à une augmentation du risque de tentative de suicide chez les patients et les patientes qui en souffrent. Et il faut savoir que 30% des hallucinations sont résistantes aux traitements qui sont habituellement proposés en psychiatrie. Et c'est pour ça que la recherche sur le sujet est plus qu'essentielle pour soulager les personnes qui en souffrent. Alors du coup, moi, ma thèse, elle part sur un modèle cognitif des hallucinations. En fait, c'est un modèle explicatif de ce qui se passe de façon associée aux hallucinations. Et ce modèle, il s'appelle le reality monitoring. Alors, le reality monitoring, ça correspond à la capacité à se souvenir de la source d'une information entre une source interne et une source externe. Autrement dit, on pense que les individus qui souffrent de schizophrénie et d'hallucination vont attribuer de manière erronée une source externe à leur discours de source interne. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur discours intérieur pour une voix réellement entendue. Alors nous, dans l'équipe, on mesure le reality monitoring grâce à un paradigme expérimental qui est celui-là. Alors je vais essayer de vous le décrire. On montre à des individus des mots, et chaque mot, il est précédé d'une consigne. Alors cette consigne, c'est soit écouter ce mot, et à ce compte-là, l'individu, il va entendre une voix qui va lui dire le mot, soit imaginer entendre le mot. Et à ce compte-là, on va demander à l'individu de faire l'effort d'autogénérer sa voix intérieure pour lui dire le mot dans sa tête. Une fois qu'on a montré tous les mots aux individus, on les montre à nouveau et on leur demande de se souvenir si les mots ont été entendus, donc si la source est externe, ou si les mots ont été imaginés, donc si la source est interne. Alors nous, on pense que le reality monitoring, donc cette capacité à se souvenir de la source imaginée ou perçue d'une information, elle est hautement dépendante de la capacité à reconnaître la source autogénérée des informations en direct. C'est-à-dire que si au moment même où vous produisez votre discours intérieur, vous ne le reconnaissez pas comme tel, mais vous l'attribuez à une voix extérieure, forcément, quand on va vous donner une tâche de reality monitoring et vous demander de vous souvenir de la source de l'information, ça ne sera pas la bonne source. Donc, comme je vous l'ai dit, on mesure le reality monitoring, donc basé sur la mémoire, grâce à ce paradigme expérimental. Et on va utiliser un autre paradigme expérimental pour étudier la reconnaissance de la source en direct des informations. Donc ce paradigme, je vais vous l'expliquer en quelques mots. En fait, on a un individu qui a appareillé avec un casque et un micro. Et on va lui demander de prononcer une voyelle pendant un certain nombre de secondes. Par exemple, de faire « A ». Et au moment même où il va prononcer la voyelle, le son va être capté par le micro qui va être envoyé dans un ordinateur. Et l'ordinateur, il va soit altérer le signal en modifiant la hauteur de la voix, soit ne pas l'altérer du tout. Et il va renvoyer toujours en direct le signal à l'ordinateur, enfin au casque. Ce qui fait que l'individu, lorsqu'il va produire son discours, lorsqu'il va produire sa voyelle, il va entendre dans son casque en direct soit sa propre voix, inaltérée, soit une voix différente de la sienne.
Et on va lui demander d'indiquer sur l'ordinateur, alors est-ce que c'est ma propre voix ou est-ce que c'est une voix différente de la mienne? Et en fait, il y a une étude qui date d'il y a vraiment pas longtemps, 2018, qui a montré que les capacités de reconnaissance de la source en direct, donc de self-agency, sont hautement corrélées aux capacités de reconnaissance de la source basée sur la mémoire, donc de reality monitoring. Et nous, on a commencé par se poser la question de quelles régions du cerveau sont impliquées dans la reconnaissance de la source chez le sujet sain. Pour répondre à cette question, on a réalisé une méta-analyse basée sur les coordonnées. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, notre premier job, ça a été d'identifier dans la littérature 16 études qui explorent l'activité cérébrale durant la reconnaissance de la source autogénérée chez le sujet sain. Donc ça va être et dans le paradigme basé sur la mémoire, de reality monitoring, et dans le paradigme en direct, de self-agency. Toutes ces études-là, elles utilisent l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet d'obtenir des cartes d'activation et de désactivation des régions cérébrales durant la reconnaissance de la source des informations. Donc notre job, ça a été d'extraire toutes les coordonnées de ces régions. Donc les coordonnées, ça va être par exemple une région A qui va avoir pour coordonnées x égale 20, y égale moins 20, z égale 50, etc. Donc on les a toutes extraites, on les a compilées. Et ensuite, on y a appliqué une méthode statistique qui nous permet de synthétiser les résultats de ces 16 études afin d'avoir grosso modo des régions qui vont s'activer et se désactiver systématiquement au travers de ces études. Après avoir appliqué cette méthode statistique, on a pu mettre en évidence un réseau cérébral impliqué dans la reconnaissance de la source des informations en direct et basé sur la mémoire. Alors ce réseau cérébral, ça va être des régions frontotemporales, c'est-à-dire des régions qui vont se situer juste derrière votre front, et des régions qui vont se situer au niveau de vos tempes, enfin au-dessus de vos tempes. Donc ça va être le cortex singulaire antérieur gauche et la jonction temporopariétale droite. Et la dernière région qu'on a pu mettre en évidence pour son rôle dans la reconnaissance de la source des informations, c'est le cervelet. Ensuite, on s'est intéressé au déficit de la reconnaissance de la source dans la schizophrénie, c'est le sujet de ma thèse. Et en fait, il y a de nombreuses études qui sont déjà intéressées à la reconnaissance de la source dans la schizophrénie. Vous pouvez voir ici une méta-analyse de toutes ces études. Le trait que vous avez au niveau du 0, c'est quand il n'y a aucune différence entre des individus sains et des individus schizophrènes. Et plus on va vers la gauche du graphique, plus les individus schizophrènes vont être altérés dans leur performance de reconnaissance de la source. Du coup, là, vous pouvez voir en bas du graphique un point noir qui va synthétiser tous les résultats des études qui ont été publiées sur le sujet et qui est décalé vers la gauche du trait marquant le 0. Ce qui montre qu'effectivement, il y a un déficit de reconnaissance des informations autogénérées chez les patients atteints de schizophrénie. Et ça, que ce soit dans le paradigme basé sur la mémoire ou dans le paradigme en direct. Et la deuxième chose qu'a pu montrer cette étude, c'est que ce déficit-là, il est plus prononcé chez des patients qui souffrent d'hallucinations. Alors la schizophrénie, il faut savoir que c'est une maladie psychiatrique qui se situe à l'intérieur d'un continuum dans lequel on retrouve aussi des individus non malades. Je pense particulièrement à des individus à risque de schizophrénie, par exemple à risque génétique quand on a un frère ou une sœur atteint de schizophrénie, à risque clinique quand on va manifester des symptômes atténués de schizophrénie, puis aussi des individus sains qui vont manifester un symptôme isolé de la schizophrénie, comme les hallucinations, et puis pas d'autres symptômes. Et puis ces hallucinations-là, elles ne vont pas particulièrement altérer leur fonctionnement global, donc ils ne vont pas être diagnostiqués schizophrènes. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces individus sains qui sont présents dans le continuum de la schizophrénie, est-ce que ces individus ils présentent aussi un trouble de la reconnaissance de la source ? Et pour répondre à cette question, on a réalisé une méta-analyse d'études comportementales, c'est-à-dire qu'on a extrait dans la littérature 15 études qui s'intéressaient à la reconnaissance de la source et dans le paradigme basé sur la mémoire, reality monitoring, et dans le paradigme en direct, self-agency, dans les populations du continuum de la schizophrénie en les comparant avec des individus sains. Donc voilà les résultats de cette méta-analyse. En fait, là, vous avez toujours un trait au niveau du 0 qui marque aucune différence entre des contrôles sains et des individus du continuum. Et vous pouvez voir que tout en bas du graphique, il y a un diamant qui synthétise les résultats de toutes les études qu'on a extraites de la littérature et qui est décalé vers la gauche. En fait, ça montre qu'effectivement, il y a un déficit de la reconnaissance des informations autogénérées chez les individus qui appartiennent au continuum de la schizophrénie, dont des individus qui sont à risque de schizophrénie. Et ce qu'on a montré, c'est que chez les individus du continuum aussi, ce déficit-là, il est comparable entre les études basées sur la mémoire, donc de reality monitoring, et les études basées sur la reconnaissance en direct, donc de self-agency.
Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a pu montrer l'implication de régions frontotemporales dans la reconnaissance de la source. Et donc on a essayé de creuser un peu plus le sujet en s'intéressant à l'implication de la connectivité entre les régions frontales et les régions temporales et leur lien avec le reality monitoring. Alors l'hypothèse de base, c'est que lorsqu'on va produire un discours interne, donc un discours à l'intérieur de notre tête, il va être associé à une activation du cortex préfrontal qui va marquer les informations comme auto-générées. Et le cortex préfrontal, il va aller inhiber le cortex temporal supérieur, qui est au niveau temporal du coup, qui est lui impliqué dans la perception des informations auditives. Ça fait que quand vous allez avoir un discours intérieur, votre petit doigt qui va vous dire des choses dans votre tête, vous n'allez pas l'entendre. En fait, il y a de nombreuses études qui ont démontré l'implication causale du réseau frontotemporal dans le reality monitoring en utilisant de la stimulation électrique transcrânienne. En fait, c'est quand on utilise des électrodes qu'on pose sur le crâne des individus pour moduler l'activité électrique des régions cérébrales qui se situent au-dessous des électrodes. Alors, en stimulant le cortex préfrontal et en inhibant le cortex temporal supérieur, il y a des études qui ont montré qu'on arrivait à améliorer le reality monitoring et à diminuer la sévérité des hallucinations chez des patients et des patientes schizophrènes. Alors nous, on s'est demandé, est-ce que l'amélioration des performances de reality monitoring par la stimulation frontotemporale est associée à une amélioration de la connectivité entre le lobe frontal et le lobe temporal? Et pour répondre à cette question, on a inclus dans une étude 100 patients et patientes atteints de schizophrénie, chez lesquels on a réalisé une modulation électrique de leur activité frontotemporale. Avant et après la modulation frontotemporale, on a fait des mesures de connectivité des régions frontotemporales à l'aide de l'IRM et on a mesuré les performances de reality monitoring. Alors, on vient de terminer les inclusions, donc les analyses ont commencé dans quelques semaines, mais nos hypothèses, c'est que la modulation de l'activité frontotemporale chez les individus schizophrènes va aller améliorer les performances de reality monitoring, va aller améliorer la connectivité entre le lobe frontal et le lobe temporal, et que ces améliorations-là, elles seront corrélées. Merci. Merci Linda. Avez-vous des questions sur la présentation à laquelle nous venons d'assister? Salut, merci pour ce propos. Je me demandais si les cas de schizophrénie ont été aussi documentés chez d'autres animaux non humains. J'imagine que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas faire le même genre d'analyse, mais est-ce qu'on a documenté des patterns qu'on retrouve chez l'homme aussi? Alors du coup, moi je travaille principalement même uniquement chez l'humain, chez l'individu sain et l'individu malade. Et en fait, la schizophrénie, c'est une maladie humaine. Mais effectivement, on peut faire des modèles de schizophrénie chez des animaux, en les exposant, par exemple, à des stress précoces ou en faisant des mutations génétiques. Mais par contre, c'est des animaux qui ne vont pas pouvoir présenter des symptômes comme les hallucinations. En tout cas, on le sait pas, quoi. On ne peut pas savoir. Donc, dans le cadre de ma thèse, les modèles animaux, c'est pas particulièrement pertinent. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui utilisent les modèles animaux pour s'intéresser à d'autres implications de la schizophrénie. Est-ce qu'on peut imaginer du coup qu'en utilisant le système présenté là, il pourrait y avoir a posteriori dans quelques années une étude pour vérifier si on pouvait baisser le nombre la dose de médicaments pour les schizophrènes pour qui le traitement fonctionne, mais du coup grâce à une médication qui me semble assez lourde. Est-ce que ça pourrait être une suite d'une autre thèse sur ce sujet? Alors effectivement, je ne vous ai pas trop parlé de la partie plus clinique de ces études-là, mais quand on mesure les performances de reality monitoring et la connectivité frontotemporale avant et après la modulation frontotemporale, on mesure aussi la diminution de la symptomatologie de la schizophrénie et particulièrement la diminution des hallucinations. Donc effectivement,
c'est des études qui peuvent totalement s'ouvrir au niveau clinique pour améliorer les traitements des patients. Une question un peu pratico-pratique, du coup, les stimulations, ça dure combien de temps? Et j'imagine que ça doit être quand même assez contraignant. Enfin, je sais pas, du coup, les patients doivent être endormis, peut-être, je sais pas. Et après, quel est l'effet de ces stimulations, enfin, dans le temps? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a un retour là-dessus, du coup? Alors du coup, ce qu'on fait, c'est 10 sessions de stimulation à raison de 5 jours, 2 fois par jour. Donc effectivement, pendant une période réduite, c'est assez contraignant, mais c'est une période relativement réduite. Après, non, ils ne sont pas endormis. Il n'y a pas besoin d'endormir les patients pour ce type de stimulation, c'est non douloureux. Parfois, ça chauffe juste un petit peu en dessous de l'électrode, mais sur la peau. Mais sinon, il n'y a aucune raison, c'est pas douloureux, il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, voilà. Ah oui, et du coup, on mesure la diminution au niveau des symptômes de la schizophrénie après plusieurs mois. Donc on s'intéresse à un effet qui dure sur le long terme quand même.